Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport spécial Fête de Noël. C'est parti pour le sommaire. Football pour son dernier match de l'année, Trappes n'a pu faire mieux que match nul, 1 but partout face à la réserve de Versailles. Le résumé du match dans ce magazine. Football, c'est l'une des images de cette fin d'année pour les supporters du Paris Saint-Germain. L'ancien attaquant du PSG, Pedro Miguel Paoletta, est venu en séance dédicace à Montigny-le-Bretonneux. Reportage dans ce 7-8 Sport. Nous vous proposerons également de revivre dans cette émission tous les moments forts qui ont rythmé la vie sportive yvelinoise en 2019. Rétrospective à suivre. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence tout de suite par du football dans le championnat de Régional 2. Trappes et l'équipe réserve de Versailles se sont séparés sur un match nul dans ce derby yvelinois, résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Le résumé du match, des images de Manon Avaraldo. Un derby yvelinois pour terminer l'année 2019. Trappes recevait l'équipe réserve de Versailles à l'occasion de la 10e journée de Régional 2. Après une fin de match à suspense, les trappistes arrachent finalement le match nul. Score final, 1 but partout. On est rentré en deuxième mi-temps avec un visage un peu plus conquérant et on avait à cœur de ramener au minimum ce point du match nul. C'était un match engagé pour les deux équipes qui jouent le maintien. Donc on savait que ça allait être un combat assez difficile, qui plus est avec un terrain très compliqué. Donc le résultat nul me semble logique. Après ce résultat, Trappes est toujours sous la menace d'une relégation en fin de saison. Les trappistes pointent à la 10e place sur 12 équipes engagées. Mais l'équipe termine l'année sur une note positive. Depuis le retour sur le banc d'Hicham Zerdi, Trappes reste sur une série de 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs. On va se préparer au mieux pour encore prendre des points au maximum et s'éloigner de cette zone de relégation. Les moyens, on les a, les joueurs, on les a pour y arriver. Maintenant, c'est une lutte de tous les instants, c'est un marathon. Donc on verra à la fin. Le championnat de Régional 2 reprendra le 19 janvier prochain après une longue trêve. Trappes ira défier Ozoir. De son côté, Versailles recevra Val d'Europe. On continue à parler de football et de l'équipe première de Versailles. Les Versaillais connaissent désormais leur adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Youssef Chibi, pensionnaire de National 3, vont recevoir à domicile Granville, une équipe de National 2. Un tirage abordable pour le club qui n'a plus connu ce stade de la compétition depuis 10 ans. La rencontre sera programmée le samedi 4 janvier à 13h au stade Montmoron. Du handball à présent, joué ce week-end, le dernier match de l'année du côté de Montigny-le-Bretonneux. Les féminines ont fait plaisir à leurs supporters présents en leur offrant une belle victoire contre les premières du classement Tôle Carantec. Le score 35-28. Cette victoire permet à l'équipe de terminer 3e du classement avant Noël. On écoute le président, il nous dresse son bilan de cette première partie de saison. On aurait pu faire mieux, on aurait pu tout gagner. On aurait pu tout gagner, mais on a eu également deux travers. On a rencontré l'équipe d'ici Paris de réserve où en fait l'équipe pro ne jouait pas et avec des descentes de joueuses professionnelles qui nous ont pas fait que du bien, c'est le moins qu'on puisse dire. On va maintenant parler de rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir termine par une défaite à domicile contre Saint-Denis, une équipe du haut du classement. Le score est sans appel, 37-24. Au classement, les Plaisirois terminent à la 10e place et les joueurs vont devoir lutter pour leur maintien l'année prochaine. Dans le championnat de Division Honneur, ce dimanche 15 décembre, l'Union Rugby Centre 78 termine son année par un match nul contre le Red Star, le score 26 partout. Au classement, l'URC 78 est 4e avec 26 points engrangés depuis le début de la saison. Les Saint-Quentinois sont à 7 points de la 2e place. Coup de projecteur à présent sur un joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Son surnom, l'Aigle des Açores. Pedro Miguel Paoletta était ce vendredi en séance dédicace à Montigny-le-Bretonneux. Et forcément, les fans ont répondu à présent pour ce cadeau de Noël avant l'heure. Des images de Nicolas Dandry. Il est arrivé tel une rockstar à Montigny-le-Bretonneux. Pedro Miguel Paoletta, ancien attaquant du Paris Saint-Germain de 2003 à 2008, est venu en séance dédicace dans cette grande surface. L'occasion pour l'Aigle des Açores aux 109 buts avec le PSG de retrouver ses fans. C'est un plaisir. Regarder tous les supporters ici à côté de moi, c'est un lien que ça continue depuis de 11-12 ans. Venu comme ambassadeur d'une grande marque de café portugais, il a signé des autographes et pris des photos pendant plus d'une heure avec 600 supporters présents. Certains n'ont pas hésité à partir plus tôt du travail et à patienter dans la longue file d'attente. Super important quand on voit le joueur emblématique qui était Paoletta. Pour un supporter du PSG, c'est normal de venir à cette séance de dédicace. Ça fait du monde pour un jour où, à 16h comme ça, où les gens travaillent. Mais je pense que certains se libèrent, comme moi en l'occurrence. Mais bon, on le fait une fois dans notre vie et après, c'est un sacré souvenir. Les supporters historiques ont ressorti des reliques du passé.
C'est quand même mon idole, hein, un Parisien, un vrai buteur que j'ai pu déjà rencontrer quand j'étais petit. Le revoir une deuxième fois plus près, c'est génial. En tant qu'abonné depuis une dizaine d'années maintenant, vraiment Paoletta, le symbole parisien quand même. Dans les prochaines semaines, Paoletta continuera à sillonner les centres commerciaux d'Île-de-France. L'ancien footballeur pourra encore mesurer sa popularité. On continue à parler du Paris Saint-Germain. Le projet est attendu par les supporters du PSG depuis de nombreuses années. Et il va rythmer 2020. Le futur centre d'entraînement va enfin voir le jour. Le site avec tous ses équipements dernière génération sera construit sur la commune de Poissy. La présentation a été faite cette semaine. Un montage de Jules Grenouville. C'était l'un des moments phares du salon de l'immobilier d'entreprise. Le Paris Saint-Germain a présenté ce mercredi 11 décembre son futur centre d'entraînement. Le site sera implanté sur le nord de la commune de Poissy, à 25 minutes du Parc des Princes. D'abord, c'est un projet qui valorise le territoire avant de valoriser la seule ville de Poissy. Avoir le Paris Saint-Germain sur 75 hectares avec 1000 emplois pendant la durée des travaux, 2 millions d'euros de taxes annuelles pour la communauté urbaine, oui, c'est juste exceptionnel. Il faut bien comprendre qu'une marque comme le PSG, savoir qu'elle est là, implantée dans les Yvelines, aura un retentissement international. C'est une publicité à 0 €. Donc c'est quelque chose de formidable. Le site est encore un terrain vague, mais les fouilles archéologiques ont débuté. Les premiers travaux seront eux visibles au printemps. À terme, le centre comprendra des équipements ultramodernes avec un dojo, un terrain de handball, un stade de 5000 places et 17 terrains de football, dont un couvert. On n'a pas forcément cette ambition, on va tâcher d'être dans les meilleurs, hein, c'est notre volonté d'être dans les meilleurs, donc on a un travail qu'on a réalisé en toute humilité, il y a encore des très grands clubs qui sont présents, on fait partie des très grands clubs, on va tâcher d'être le meilleur. La livraison définitive est à l'heure actuelle programmée pour l'été 2022, le coût total des travaux devrait avoisiner les 220 millions d'euros. Cap à présent sur Villepreux, un stage de Kung Fu s'est déroulé ce dimanche à l'espace Michel Petrucciani. Le cours a été donné par Ghislain Quen. Il vit à Taïwan, mais il s'est déplacé spécialement pour enseigner le Kung Fu traditionnel. 50 participants étaient présents. Ce stage au tarif libre était organisé pour aider les réfugiés tibétains qui ont séjourné dans la commune pendant une semaine en décembre. Les recettes perçues lors de ce stage iront intégralement à l'association ACR au profit des réfugiés tibétains. Réaction au micro de Manon Varaldo. On connaît bien la cause des Tibétains et on était particulièrement sensible à leur venue et on a voulu faire un moment de partage avec eux malgré qu'ils sont partis jeudi dernier à Mantes-la-Ville. On va maintenant passer à notre top 3 des sportifs qui ont marqué l'année 2019 dans les Yvelines. Nous recevons Andy Cabrera Avila sur ce plateau, cet apnéiste qui est maître nageur à la piscine de Saint-Cyr-l'École a enchaîné cette année à des records et des compétitions. Bonsoir Andy Cabrera. Bonsoir Michael. Alors, est-ce que cette année vous avez le sentiment que c'était votre année ? Wow, c'est difficile à dire parce que chaque année il y a des projets, de nouveaux projets. Donc oui, je pense que chaque année c'est beau projet à faire. Ouais. Alors, vous avez par exemple respiré moins de 5 minutes en 6 heures pour dénoncer la condition des animaux en captivité. Tout à fait, c'est un projet qui s'appelle Non à la captivité, oui à la liberté. L'objectif du projet, c'est sensibiliser les enfants, de ne pas visiter les parcs aquatiques et de voir les dauphins, les mammifères marins en captivité, mais plutôt aller les voir en liberté. Parce que c'est vraiment de l'esclavage, qu'est-ce qu'on voit dans les parcs aquatiques. Donc j'essaie de sensibiliser les enfants en mettant moi dans la peau d'un dauphin, qui s'appelle Kiko le dauphin, qui refuse de se nourrir pour pouvoir défendre sa liberté. Et c'est les enfants qui ont été dans la cage pour me libérer, etc. Donc l'objectif c'était de respirer le moins possible en 6 heures et respirer 4 minutes et 12 secondes sur 6 heures. Voilà, c'est une façon de dénoncer cet esclavage de nous les hommes et la souffrance qu'on inflige aux mammifères marins. Voilà, le message était là. Et comment on fait pour respirer que 4 minutes et 12 secondes, c'est ça? Oui, alors tout dépend de l'entraînement. En 6 heures, comment c'est possible? Alors c'est un record inédit parce que personne jamais a fait ça. Et simplement s'entraîner de façon spécifique à pouvoir retenir son souffle et prendre le minimum d'inspi. Des fois, le temps d'inspi était inférieur à 1 seconde, 47 centièmes. Donc il y a 4 km/h qui chronomètrent les moments que la bouche sort de l'eau et rentre dans l'eau. Voilà, pendant 6 heures, c'est long, mais c'est faisable qu'on a la conviction pour une belle cause à le faire. Et les conditions qu'il a fait, il était enfermé dans une cage avec des chaînes, avec un aileron de dauphin, avec une monopalme
et simuler la détresse d'un enfant en captivité. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont participé, les bénévoles d'Aquamundo, l'association Cétacé, Greenpeace, Sea Shepherd, Longitude 181, et Brigitte Bardot et d'autres associations, tous les bénévoles. Grâce à eux, on a fait un beau projet. Ce projet, j'ai déjà d'abord la présenté dans toutes les écoles de Saint-Cyr. Je me dirige aux enfants pour parler aux enfants de la captivité et tous les enfants ont été vraiment sensibilisés à cette cause. Est-ce que tout le monde peut le faire, votre record, avec de l'entraînement? Ah oui, on peut faire beaucoup mieux, c'est sûr. Il suffit d'avoir la motivation pour le faire. Oui. Alors, vous êtes également parti sur les championnats du monde qui étaient à Villefranche-sur-Mer. Oui. Pourquoi avoir voulu tester cette apnée en profondeur cette fois-ci et non plus statique? J'ai découvert l'apnée en profondeur depuis que je suis petit à Cuba avec la chasse sous-marine. Ensuite, en France, c'est plus difficile parce que la mer elle est loin. Donc, je fais plutôt d'apnée en piscine. Mais ma passion, c'est comme les grands bleus, aller en profondeur. Donc, cette année, pour la première fois, Cuba a été représenté par moi-même et un collègue à moi, un copain à moi qui s'appelle Jordan. Et pour la première fois, Cuba a été représenté dans un championnat du monde d'apnée en profondeur. Donc cette année, je suis descendu à 51 mètres en apnée en profondeur. Pour moi, c'est un record personnel. C'est très loin des champions, mais c'est beau à faire, c'est magnifique. Je suis très, très, très fier de représenter mon pays et l'association Aquamundo quand j'ai fait ce record et ces compétitions. Alors c'était une compétition inédite. Pour vous, est-ce que vous voudriez le refaire l'année prochaine? Oui, compétition de ce type? En 2020, j'ai participé à une compétition internationale d'apnée en profondeur au même endroit. Et après, par la suite, au championnat de France d'apnée en profondeur. Toujours représenter Cuba, mon pays natal, dans ce domaine de l'apnée en profondeur. Et des records également sont au programme en 2020? Pourquoi pas l'année prochaine pour la journée mondiale de l'océan. Le but, c'est de rassembler beaucoup d'enfants autour d'une belle cause pour préserver la planète, surtout contre les plastiques et pour la planète toujours. Merci Andy Cabrera Villa d'être passé sur ce plateau. On vous suivra avec attention en 2020 et j'espère de nouveaux records sur ce plateau. Beaucoup. À la prochaine. On continue notre top 3 de la saison sportive 2019. On retrouve un pistard, Quentin Lafargue, le sportif licencié au Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines, a remporté 3 titres majeurs cette saison. Des performances qui devraient l'emmener aux Jeux Olympiques. Nous lui avons posé 3 questions. J'ai commencé le cyclisme sur piste quand j'étais jeune, justement pour me perfectionner en cyclisme globalement, et j'ai très vite adhéré et adoré faire toutes les disciplines qui sont en lien avec le sprint, donc la vitesse et assez vite le keirin, et j'aime beaucoup les épreuves par équipe aussi sur la piste. Mon meilleur souvenir en carrière, je pense que ça reste, et il y a des chances que ça reste ça tout au long de ma carrière. C'est la première médaille que j'ai obtenue lors des championnats du monde élite. C'était ici en 2015 devant un vélodrome rempli. En plus de ça, c'était le dernier sprint du championnat puisque on a couru une belle, donc c'est-à-dire qu'il y avait 1-1 avec contre mon adversaire. Et c'était vraiment le dernier sprint du championnat. Après moi, ils ont éteint les lumières presque, donc une vraie belle image. Moi, j'en retiens énormément d'émotions. Mes objectifs pour la saison qui vient, évidemment les Jeux Olympiques en ligne de mire puisqu'ils seront en août prochain. Avant ça, il y aura une manche de Coupe du Monde début janvier. Il y aura aussi les championnats du monde en fin février, début mars, sur lesquels j'aurai à cœur de bien figurer puisque j'ai un maillot de champion du monde à défendre. On a une médaille en vitesse par équipe à défendre aussi, donc voilà, j'espère aussi être très performant sur l'épreuve du keirin. On termine par notre dernier top. La plaisiroise Julie Peugeot, 30 ans, a remporté cet été le concours de Miss Sirène France. Et oui, vous avez bien entendu, cette discipline inédite et originale mélange à la fois le sport et la beauté. Objectif, retenir sa respiration avec un costume de sirène. Elle a remporté cette épreuve face à 8 candidates. Et c'est un vrai sport car elle s'entraîne plusieurs fois par semaine à la piscine à des Clés sous bois. Je vous propose maintenant de revivre tous les moments forts qui ont rythmé le paysage sportif yvelinois cette année, de la Coupe du Monde de football féminin à l'Open de France de golf en passant par les championnats de France de gymnastique. Les Yvelines ont été à terre de sport. Regardez. Je ne transmets pas ma philosophie, hein, c'est mes techniques. Se déplacer.
C'était très plaisant de gagner aujourd'hui, aussi d'obtenir le maillot jaune. Ce sera sympa de le porter, ce maillot jaune, demain. Aujourd'hui, c'était une étape très dure avec beaucoup de vent, mais l'équipe a fait du très bon travail avec 6 coureurs dans le premier groupe. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de bruit à côté. Et c'est non-stop. On se lance plus. C'est difficile, mais bon, je suis content d'avoir fini. J'ai pas une grande capacité pulmonaire, donc je joue avec ma force de volonté. La magie du Quidditch, c'est de pouvoir mélanger plusieurs sports pour en créer un nouveau. Et après, on est sur des manipulations de balles, sur du dodgeball en américain, on est sur de la manipulation de ballons de volley. On récupère cette première place qu'on a occupée les 3/4 de l'année, ça fait vraiment plaisir, tout le mérite en revient aux joueurs, au staff aussi qui m'accompagne, à la direction qui m'a fait confiance cette année. Et vraiment fier aussi de terminer meilleure défense de la Ligue de Paris. C'est énorme d'être au championnat de gymnastique, c'est impressionnant. Tous les saltos qu'ils font, ça me donne des idées. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence. Donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie, donc on en prend, c'est bien. C'est toujours valorisant d'être sur un terrain, de faire partager ce qui nous a permis de gagner pas mal de titres. Le public français était là à crier encore et encore et je me suis dit il faut que j'aille, il faut que j'essaie. J'ai poussé dans les bosses, c'est passé, c'est juste incroyable d'avoir gagné ici. Je suis enfin sorti du Salarduyuni, j'ai rejoint la terre, les cailloux. C'est dire de s'asseoir sur autre chose que sur du sel, parce que j'en avais marre d'avoir les fesses toutes blanches à cause de ça. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Après 140 km parcourus, 6 jours de solitude dans le désert. C'est que du bonheur, c'est l'aboutissement de 8 mois de travail pour mes équipes, ISO naturellement, et puis une bonne centaine de bénévoles. Mais effectivement, c'est du bonheur parce qu'on va enfin vivre cette journée à Rambouillet tant attendue pour les Rambolitains, mais pour le territoire et pour beaucoup de visiteurs naturellement. Je m'attendais pas du tout à gagner, pas du tout. J'y étais allée plutôt en mode plutôt défi personnel. Je voulais vivre aussi une expérience avec d'autres sirènes, parce que c'est pas tous les jours que l'on peut rencontrer des sirènes en France. C'est très rare de les avoir, c'est vrai, en France, parce que y a le voyage déjà, il faut qu'ils se déplacent, et on les a déjà eus il y a 2-3 ans, et c'est vrai que c'est très rare qu'ils viennent, et c'est vraiment exceptionnel de les avoir en France. Ouais. Je pense que mon niveau, même toute la semaine, était très bon. Donc je savais que je pouvais bien jouer ici parce que je l'avais déjà fait l'année passée, j'avais gagné ici aussi. Donc je me sentais bien, je me sentais confiant. C'est mythique, c'est une des 4-5 courses mythiques en France. Et puis on est dans du coin, on est Versaillais. On court en pleine campagne, mais c'est pas un trail. C'est difficile, mais à l'arrivée, on est toujours satisfait. C'est énormément de joie. Voilà, moi ça fait 18 ans que je suis pro. J'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Comme je l'ai déjà dit souvent, le fait de gagner chez vous, c'est génial. J'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français. Ça me
plaît parce que voilà, j'ai des anecdotes aussi dans mon passé qui m'ont permis de rencontrer des champions. Je m'en souviens, ça m'a marqué, je m'en suis servi. Avant de parler sabre laser avec Marilène Yapichino qui nous a rejoint sur ce plateau, ce sera dans un instant. Coup de projecteur maintenant sur une structure qui devrait marquer l'année 2020, le club d'escrime de Trappes. Le club qui compte 80 licenciés, notamment Ayoub Ferjani, maître d'armes et tireur, a de nombreux objectifs pour l'année prochaine. Nous recevons sur ce plateau Ayoub Ferjani, Alexis Desjos, tireur au club, et également Nathalie Rouf, présidente du club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de ce club ? Alors, l'histoire de ce club, le club va fêter ses 50 ans cette année, en 2020. Donc, c'est une association qui, depuis de nombreuses années, a un très bon niveau au niveau du Fleuret. Et c'est pour ça qu'on a une attractivité sur une grande partie du département. Et puis, cette année, on a décidé d'ouvrir un peu plus le loisir avec l'ouverture de créneaux débutants à Elancourt et puis du sabre laser sur Elancourt également. Donc je le disais, 80 licenciés environ. À peu près, voilà, oui. C'est un chiffre qui est stable ? En légère progression. On était un peu moins de 70 l'année dernière, donc, mais c'est toujours à peu près les mêmes chiffres puisque ça permet d'avoir un enseignement et un encadrement de qualité. Alors, Ayoub Ferjani, vous êtes le maître d'armes de cette structure. Qu'est-ce que vous voulez inculquer à ce club ? Deux choses. Déjà, je veux toujours partager ma passion qui est de le niveau, d'essayer de ramener les tireurs le plus haut possible pour faire des résultats, pour progresser. Et on a toujours la partie loisir. On n'est pas fixé que compétition. Il y a toujours la moitié des tireurs qui viennent le soir parce que c'est comme une famille. On vient tirer. Il y en a qui viennent aussi pour s'amuser. C'est une histoire. Il y en a qui ont fait de l'escrime tout jeunes, qui reprennent là, 20 ans après, ils ont fait une expérience professionnelle à droite à gauche, qui viennent, et ça reste toujours bien pour nos jeunes qui sont en train de monter, qui essayent de progresser pour faire des résultats au niveau national. Donc c'est des sparring partners idéaux. Alexis, comment il est comme coach ? Comment il est ? Est-ce qu'il vous aide à progresser ? Oui, depuis qu'il est là au club de Trappes, j'ai beaucoup progressé, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est sûr, de l'avoir à nos côtés, avec son expérience, ça aide forcément. Alors, vous avez participé au JO de Rio, notamment. Exactement. Est-ce que vous essayez de transmettre un petit peu cette expérience ? Tous les jours, c'est mon objectif. J'essaie de transmettre. On essaye, même quand je fais des séances d'ASSO avec eux, on essaye de se mettre en mode compète, de laisser personne gagner, de les motiver. Après, on fait toujours une analyse après le combat. Pourquoi tu as perdu ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Quel style de jeu il faut mettre en place ? Quand est-ce qu'il faut varier son jeu ? On est un sport de combat. Donc, dès que tu relâches un peu, tu peux te prendre 4-5 touches de suite. Donc, on essaie de toujours travailler sur ces petits moments de faiblesse pour qu'ils progressent. Parce qu'en compète, c'est différent. Ça passe vite. Donc, comme tu peux gagner au bout de 20 secondes, comme tu peux lâcher et perdre le match. Marilène Yapichino, alors vous connaissez bien le club d'escrime de Trappes, car vous y avez découvert leur nouvelle discipline, on en parlait justement, lancée en septembre, le sabre laser. Oui, Mickaël, il y a bien longtemps et aux États-Unis, la pratique a commencé. Un long voyage jusqu'en France, cette discipline a effectué car septembre 2015, elle s'est installée, officiellement devenue la quatrième arme de l'escrime, le sabre laser. Et, car reconnu par la Fédération française d'escrime, il est toujours en mouvement et l'avenir de ce sport, et même des compétitions entre apprentis et maîtres, il existe. On s'est rapproché assez rapidement en fait, de la fédération qui avait les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire sécuriser la pratique et faire en sorte qu'il y ait un vrai programme de mise en place au niveau des animateurs, des éducateurs, pour que les gens qui encadrent le sabre laser le fassent de manière correcte et en respect des lois françaises au niveau du sport. Alors, vous allez parler comme maître Yoda pendant toute la chronique, Marilène. Non, Mickaël, vous rassurez, je me dois, car je ne suis qu'une padawan. Les sabreurs laser, c'est comme ça qu'on les appelle, ont plusieurs manières de pratiquer cet art martial. Pour les grands fans de l'univers Star Wars, il y a la façon chorégraphiée, comme vous le voyez sur ces images. C'était un combat en équipe lors d'un championnat organisé par l'Académie de sabre laser de Voisins le Bretonneux. Pour les sportifs, il y a le combat à la touche avec les règles établies de la FFE. Ici aussi, des compétitions officielles sont organisées, 1 point pour les mains et le
le pommeau, 3 points pour les membres, 5 points pour la tête et le torse. Pour les bases, Guillaume du club de Trappes m'a tout expliqué pendant leur entraînement où ils sont accueillis dans un gymnase d'Elancourt. Alors Guillaume, vous êtes instructeur ici au club de sabre laser. Oui. Vous allez me montrer un peu quels sont les gestes principaux. Alors en fait, dans notre système de combat, on a ce qu'on appelle un système d'armée. C'est-à-dire que pour qu'une touche soit valide, il faut que préalablement le combattant ait amené sa lame derrière lui. Donc c'est plus visuel pour le public et ça permet un arbitrage qui est beaucoup plus facile. Donc autre ça, on touche directement, là ça fonctionne pas, il faut que je parte de derrière. Ça permet d'être beaucoup plus facilement arbitrable. Donc la deuxième chose, c'est qu'au début d'une phrase d'arme, une phrase d'arme c'est un échange complet jusqu'à ce qu'il y ait une séparation des deux combattants, on fait ce qu'on appelle un armée d'engagement. Donc c'est-à-dire que la lame, le pommeau et la main doivent passer derrière. Voilà. Donc si on est éloigné l'un de l'autre, la première frappe, il faut que tout passe derrière. Et une fois qu'on a commencé à faire des échanges, il y a juste besoin de faire ça. D'accord. Okay ? Donc l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la notion de parade-riposte. On a une notion de priorité chez nous. C'est-à-dire que le premier qui va faire son armée d'engagement, l'autre n'a pas le droit de l'attaquer. Okay ? Donc il est obligé de se mettre en défense. À partir du moment où je viens vous attaquer et vous parez, c'est vous qui prenez la priorité. Moi, j'ai pas le droit de vous attaquer 4 fois de suite comme un bourrin. Non. Donc, à partir du moment où je suis bloqué, c'est à vous d'attaquer, je vous bloque, etc., etc., etc. C'est une notion, un peu comme au ping-pong, c'est une notion de renvoi. Très bien, je pense que j'ai compris. On va s'équiper, on va essayer. C'est parti. Alors, Seigneur Sith ou Maître Jedi? Vous connaissez Mickaël, hein, pour essayer le sabre laser, j'en ai choisi un bleu, bien sûr. Je vous laisse voir mon combat. Vraiment, c'est un peu plus compliqué, plus naturel. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est assez pour moi, c'est assez sportif le sabre laser à Elancourt, c'est une fois par semaine. Donc si vous voulez tester, vous pouvez juste vous renseigner auprès du club et que la force soit avec vous. Merci Marilène, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année.